Fresne. À l'issue de la prière de l'Angélus place Saint-Pierre hier, alors que l'on commémore aujourd'hui le premier anniversaire de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, le pape François a appelé la communauté internationale à, je cite, mettre fin à la spirale de la vengeance et à stopper toute nouvelle attaque. Il a redit son espérance d'un cessez-le-feu immédiat sur tous les fronts de guerre, Louis Dauphren. Et oui, est-ce que l'art de la paix peut suffire ? Et quel est cet art de la guerre auquel nous faisons face et qu'il faudrait justement remplacer par un art de la paix ? C'est Bertrand Badi qui va nous renseigner sur le sujet. L'art de la paix, ça veut dire que la paix fait l'objet d'une expertise, qu'il faut savoir l'inventer, la travailler, la considérer. Et c'est peut-être le mot que nous cherchons le plus ce matin. La paix est-elle une mission impossible ? C'est ce qu'on va voir avec vous, Bertrand Badi. Bonjour. Bonjour. Spécialiste des relations internationales, l'art de la paix, donc c'est chez Flammarion. Le pape qui appelle aujourd'hui à une journée de prière et de pénitence pour la paix dans le monde. Espérer la paix aujourd'hui, est-ce une utopie ? Mais pas du tout. Pas du tout. Et c'est d'ailleurs un des points que j'essaye de développer dans mon livre. Simplement, il faut corriger une histoire. C'est-à-dire que pendant des siècles, 3 siècles, 4 siècles, la paix n'était que la non-guerre. D'ailleurs, dans le langage courant, on parle de l'après-guerre, de l'avant-guerre, de l'entre-deux-guerres. On ne parle pas de l'après-paix, de l'avant-paix ou de l'entre-deux-paix. C'est quand même significatif de quelque chose. Mais c'est surtout significatif de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que pendant des siècles, et depuis la création des États-nations en Europe, nous sommes à l'époque de la Renaissance, la guerre apparaissait comme fonctionnelle, comme une utilité. Ça fait mal de dire ça, c'est cynique, mais c'est ainsi. C'est-à-dire que la paix disparaissait du décor, la guerre avait besoin de l'État et l'État avait besoin de la guerre. Il y a eu une connivence qui s'est constituée et qui a fait notre histoire. Notre histoire s'est construite à partir de l'idée que l'État se consoliderait, se rémunérerait grâce à la guerre et que la guerre irait chercher dans l'État les ressources de sa pérennité. Ça a marché. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous prenez les guerres classiques, on voit à l'issue de celle-ci que le vainqueur emportait un certain nombre d'avantages. Ce qui se passe depuis 1945, et alors le conflit israélo-palestinien nous en donne une illustration éclatante, c'est que la guerre ne produit plus de victoires. Vous avez remarqué que depuis 1945, il n'y avait plus de victoires. Et les rares victoires militaires qu'on a vues se constituer depuis 1945 n'ont jamais abouti à des victoires politiques. Elles ont même abouti à des défaites politiques. Regardez, la victoire américaine dans l'offensive du Tet. Peu de temps après, les États-Unis se retirent la queue basse du Vietnam. Regardez la bataille d'Alger gagnée en 1957 par la France, et peu de temps après, le FLN gagne, et c'est l'indépendance de l'Algérie. Et comment l'expliquer, justement ? Eh bien, parce que notre monde n'est pas statique. Le contexte qui était ce contexte qui rendait la guerre fonctionnelle n'existe plus aujourd'hui. Mais pourquoi est-il fondamentalement différent des siècles précédents ? Eh bien, parce qu'il y a eu des événements qui sont intervenus comme des ruptures fortes. La décolonisation, c'est que la décolonisation a suscité un phénomène tout à fait exceptionnel, inconnu auparavant, qui est la victoire du faible sur le fort. Dans les guerres de décolonisation, c'est toujours le plus petit qui gagnait. Même s'il était battu militairement, je parlais de la bataille d'Alger tout à l'heure, il finissait par gagner politiquement. Et donc, ça a, en quelque sorte, dévalué la puissance. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas regarder en face. Deuxièmement, il y a la mondialisation. La mondialisation fait que la guerre n'est plus cette rivalité entre égaux et entre voisins, entre cousins, en fait, qui en faisait un tournoi acceptable et finalement bénéfique pour chacun, en tous les cas pour les princes. D'autre part, la mondialisation crée une telle interdépendance entre les États, les peuples, les sociétés, les acteurs. La mondialisation nous expose tellement à des menaces autrement plus fortes que celles que fait peser le voisin et qui sont liées au dérèglement planétaire, menaces climatiques, menaces sanitaires, menaces alimentaires, que le vieux modèle de la guerre
ne reprend pas le souffle qu'il avait autrefois. Et si vous acceptez quelques toutes petites guerres, la guerre des Malouines, la guerre de Grenade, où effectivement il y a eu une victoire militaire claire qui s'est traduite par une victoire politique évidente, ça ne marche plus. Donc aujourd'hui, la guerre coûte de plus en plus et est de moins en moins utile. Qu'est-ce qui se passe ? Normalement, si nous avons affaire à des acteurs rationnels, ce sont les stratégies de paix. Et l'ambition de ce livre, c'est de montrer que la paix, c'est pas la non-guerre. La paix, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. La paix, c'est l'accomplissement de l'humain. Et alors, si je vous cite, Bertrand Badi, oui. Tolstoï rappelait que chacun cherche à changer l'humanité, mais personne ne songe à se changer soi-même. Or, tel est bien finalement l'enjeu, parier sur la capacité de chaque humain, aidé ou contrarié par la politique, de s'amender, de se rapprocher de l'idéal de paix. Ça commence par là. Oui, parce que, en fait, on ne sait pas ce qu'est la paix. Et donc, on n'a aucune idée de l'idéal de paix. Il y a eu de très grands hommes qui ont écrit sur la paix, des choses très belles. Aristote, quand il disait la paix, c'est la coexistence entre des individus différents. Saint Augustin, dont j'ai redécouvert cette phrase absolument lumineuse, lorsqu'il dit la paix, c'est d'abord la possibilité pour chaque humain de boire de l'eau pure. Vous vous rendez compte, c'est la pensée écologique avant la lettre, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la paix, c'est l'accomplissement total de l'humanité. Et cette idée d'accomplissement total de l'humanité a été rayée, reléguée au nom du jeu qui est celui du pouvoir politique. Quand on a les rênes du pouvoir politique, il est beaucoup plus lucratif, ou il était beaucoup plus lucratif de penser à rivaliser avec son voisin, ce que le philosophe Hobbes appelait ses combats de gladiateurs, que de chercher cet accomplissement de l'humanité. Je voudrais vous citer un autre auteur que personne ne connaît, parce que les gens qui écrivent sur la paix, généralement, ils sont censurés dans les manuels scolaires. Marcille de Padoue. Marcille de Padoue a écrit au XIVe siècle un livre absolument extraordinaire qui s'appelle Defensor Pacis, c'est-à-dire le défenseur de la paix. Et Marcille de Padoue nous dit, mais finalement, l'histoire de la paix, c'est la satisfaction de la sufficientia vitae, c'est-à-dire des besoins vitaux essentiels. Et regardez, on y revient. Quand on voit le défi climatique, quand on voit le défi alimentaire, n'oubliez jamais qu'il y a 10 millions de personnes qui chaque année meurent de faim dans le monde. On s'aperçoit que si on regardait du côté de l'insatisfaction de ces besoins humains fondamentaux, alors on découvrirait ce qu'est la vraie paix. Et après, évidemment, tout le travail reste à faire, c'est-à-dire aménager le monde, ce qu'on appelle dans le langage actuel la gouvernance globale, pour assurer ces choses-là. Mais ce que je voudrais dire, pour que ça ne paraisse pas trop abstrait à nos amis auditrices et auditeurs, c'est que l'insatisfaction des besoins humains est aujourd'hui à la base des conflictualités que nous observons. Autrefois, les guerres, c'était des rivalités de puissance. Aujourd'hui, les guerres, ce sont des rivalités de faiblesse. Et pourquoi elles n'existeraient pas demain ? Vous dites que pourquoi elles n'existeraient pas demain ? Vous dites que la paix pourrait revenir, mais pourquoi est-ce que demain, il y aurait les besoins humains qui seraient tous respectés ? Mais je dirais, alors on pourrait donner une réponse éthique et philosophique parce que c'est bien, parce que c'est bon, etc. Je n'ai pas cette naïveté. Je dirais c'est utile. C'est-à-dire que notre humanité tout entière est en péril, non pas du fait de notre voisin, non pas du fait de je ne sais quel groupe, de je ne sais quelle religion, de je ne sais quelle ethnie, mais parce que les défis globaux qui pèsent sur l'humanité ne sont pas relevés. Je veux dire, il devient maintenant utile, je dirais presque égoïste, d'aider l'autre à pouvoir satisfaire ses besoins essentiels. Je frémis quand j'entends ces discours stupides contre l'immigration. Si on arrivait à réguler les flux migratoires dans le monde, et de manière positive, pas de manière répressive, on allégerait sensiblement le poids de cette inhumanité dont nous souffrons actuellement.
ils en seraient, eux, les migrants bénéficiaires, mais nous en serions bénéficiaires. De même que si on arrivait à réduire le nombre de gens qui meurent de faim dans le monde, eh bien, nous en serions finalement bénéficiaires. Vous rationalisez la chose, mais la base de la guerre, c'est aussi l'humiliation. Par exemple, sur le conflit au Proche-Orient, il y a l'humiliation du Hamas contre Israël, qui n'avait pas vu venir l'attaque. Il y a aussi l'humiliation du peuple palestinien. L'humiliation, c'est aussi la base de la guerre. C'est un sentiment, c'est pas rationnel. Alors, deux choses. D'abord, vous me donnez raison et je vous en remercie. C'est-à-dire, ça, c'est le discours de la guerre. Donc, le discours de la paix, c'est savoir aller au-delà de l'humiliation. Il faut éradiquer l'humiliation. C'est pas le Hamas qu'il faut éradiquer. On n'y arrivera probablement pas. Parce que tant que le terreau de l'humiliation demeurera, le phénomène Hamas ou le phénomène Hezbollah viendront à se reproduire. L'humiliation, c'est quoi? C'est la non prise en compte, justement, de ces besoins fondamentaux de l'humanité. C'est l'irrespect, la non-reconnaissance, le mépris porté à l'égard de l'autre. Cette vision verticale et hiérarchique du monde qui crée ce système, je dirais, de frustration, de ressentiment qui, à un certain niveau, devient de la rage. Vous comprenez? Quand un personnage comme Jules Ferry, qui est pourtant au Panthéon, osait dire qu'il y a des races supérieures et les races inférieures, il crée une représentation du monde qui générait à soi seul de l'humiliation et donc de la guerre. Ce que j'appelle, moi, l'accomplissement de l'humanité, c'est de partir de l'autre bout, c'est-à-dire justement de cette humanité tout entière, et en disant, si l'autre est maltraité, en fin de compte, c'est moi qui en serai victime, parce que l'autre aura la rage et me détruira. Mais selon cette vision, justement, parce que vous défendez aussi beaucoup l'inclusion, tout le discours que la société occidentale tient aujourd'hui sur elle-même et considère comme un modèle, normalement, ça devrait faire désirer justement notre société dans le reste du monde. Oui, alors il faut voir que notre société a peur. Et cette peur, on peut la comprendre. C'est-à-dire que la mondialisation est venue ruiner 4 siècles de certitude et, je dirais, de confort routinier. Quand la vie internationale, pendant 4 siècles, se limitait aux relations entre quelques monarchies européennes, ensuite élargies et très tardivement à l'Amérique du Nord, le jeu était un jeu simple, confortable, routinisé, même si ça valait des guerres épisodiques. Tout d'un coup, on a été bousculé dans la mondialisation. Et cette mondialisation, c'est apprendre à vivre, non pas avec ses semblables immédiats, mais avec ses semblables lointains, ce qui est autrement plus difficile, surtout lorsqu'on les traitait d'inférieurs ou de races inférieures pendant des siècles. Et ceci a créé une peur que les entrepreneurs politiques ont entretenue. Le succès de l'extrême droite, tant aux États-Unis qu'en Europe, c'est ça, c'est de dire, mais si vous êtes malheureux, c'est la faute de la mondialisation, c'est la faute de la migration, c'est la faute de l'étranger, c'est la faute de l'autre. Et du coup, non seulement ce discours bloque toute politique d'altérité, or l'urgence, l'immédiateté, c'est de construire ces politiques d'altérité, c'est-à-dire ces politiques de reconnaissance, ces politiques de compréhension, c'est ce que je dis dans mon livre. Dans un système mondialisé, où les systèmes de compréhension sont différents d'un lieu à l'autre parce que les histoires sont différentes, il est essentiel, si on veut la paix, d'abord de faire l'effort de comprendre l'autre, d'imaginer ce que l'autre se représente de moi-même et imaginer ce que l'autre imagine que je pense de lui. Ce sont 3 démarches absolument essentielles pour fonder la communication et donc la paix. Comment vous y prendriez-vous dans le cas du conflit israélo-palestinien, Bertrand Badi? Parce que là, on atteint un caractère extrême qui semble montrer que la paix appartient au passé. Je ne crois pas qu'elle appartienne au passé, je crois qu'elle dans le passé n'existait pas. Et c'est ça le véritable problème. Ce qui est terrible dans ce conflit, c'est que Israël n'a pas une politique de paix, mais une politique de sécurité. Et considère que la seule, je dis bien la seule, façon d'assurer sa sécurité, c'est l'usage de la puissance. Et conformément à ce que je disais tout à l'heure, cette puissance n'aboutit pas, ni à produire de la sécurité, ni à fortiori à produire de la paix. Au contraire, elle produit du ressentiment, de la frustration, voire de la haine et de la rage sans cesse plus élevées, comme
l'horreur du 7 octobre l'a montré. Donc, ce qu'il faut, c'est rompre avec cette illusion qui a démontré qu'elle n'aboutissait à rien, de penser que la puissance permet de tout résoudre. Et donc, il faut substituer une politique de puissance, une politique de paix, une politique de paix. Je reviens à mon ami Aristote, qu'il faudrait plus souvent, vous devriez être dans oui, mais la paix sans la puissance, qu'est-ce que c'est? Mais la puissance... Quelle définition donnez-vous à la puissance? Parce que vous ne pouvez pas dire aux Israéliens aujourd'hui, soyez impuissants et tout ira mieux. Ah non, je ne dis pas ça, je dis tout simplement que la puissance a perdu sa vertu régulatrice qu'elle avait pendant des siècles. Ça, il faut quand même le regarder en face. C'est-à-dire que la puissance, elle a une capacité intacte, voire renforcée, c'est d'une capacité de destruction. Mais en revanche, elle n'a plus cette capacité qui la faisait reine autrefois dans le jeu international, c'est-à-dire celle de permettre de construire un ordre politique plus favorable. Ça, c'est terminé. Vous ne pouvez pas trouver depuis 1945 d'exemple où la puissance a permis de rebâtir l'ordre de manière favorable à celui qui faisait usage de la puissance. Donc la puissance, c'est une spirale inflationniste qui conduit à la montée aux extrêmes de la destruction. Si on veut aller au-delà de ça, il faut choisir, donc c'est ce que je disais tout à l'heure en m'appuyant sur Aristote, une politique de coexistence. Mais vous savez, ce conflit est bizarre, il a 76 ans d'âge, tout le monde connaît la solution, elle est unique, c'est la solution à deux États, c'est-à-dire institutionnaliser cette coexistence. Quelle est la place des religions dans la recherche de la paix, au Proche-Orient ou ailleurs, de la religion chrétienne, musulmane, juive? Vous savez, les religions, en politique, j'entends, je laisse de côté le domaine des consciences, mais en politique, les religions sont des instruments. Et des instruments de radicalisation. Des instruments qui permettent à ceux qui la manipulent de dire « mon ordre est absolument incontestable car il vient du surhumain ». Et le grand malheur du conflit israélo-palestinien, qui au départ n'est pas un conflit religieux, qui est un conflit purement politique, territorial, c'est-à-dire un peuple qui n'a pas sa terre et qui veut bénéficier de sa terre. Ça n'a rien à voir, ça, avec la religion. Mais, et d'ailleurs la preuve, c'est que il y a des Palestiniens, et assez nombreux, qui sont chrétiens, et que la première résistance palestinienne, à Bosch, était chrétienne. Et donc, à mesure que ce conflit ne débouchait pas sur une solution, il a été identitarisé. Merci beaucoup Bertrand Badi. Vous publiez L'Art de la paix, c'est chez Flammarion. Merci beaucoup d'avoir été ce matin l'invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales.